Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Tous ces romans ont été inspirés de Cuba. Il y est né, précisément à Santiago de Cuba. Il connaît Fidel Castro, qu'il a connu à l'université de droit. Eduardo Manet est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste, vous avez quitté Cuba en 1968. Vous y êtes retourné pour la première fois au printemps dernier. C'était pour un festival de théâtre. Vous nous en direz peut-être quelques mots tout à l'heure. Mais d'abord, qu'avez-vous ressenti en apprenant ce rapprochement présenté comme historique entre Cuba et les États-Unis? Écoutez, on savait plus ou moins qu'il y avait un rapprochement entre Obama et Raúl Castro. Depuis longtemps, on s'envoyait des petits mots, etc. On le savait. Mais ce qu'on ne savait pas, que ce serait comme une sorte de cadeau de Noël offert pour le peuple cubain. Et par contre, un mauvais cadeau de Noël pour une partie de l'exil cubain qui n'admet pas la possibilité qu'on lève l'embargo. Et là, si vous permettez, il se trompe complètement. Premièrement, si à la chute du mur de Berlin, à l'implosion de l'Union soviétique, les Cubains de l'exil avaient dit « on n'envoie pas un cent » à Cuba, le régime serait tombé dans quelques mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est normal, c'est humain. Ils ont envoyé de l'argent pour la famille. J'étais à Miami, j'étais surpris de voir des paquets, des énormes paquets d'aides humanitaires à Cuba, des médicaments, etc. Donc, vous savez très bien que l'entrée principale, c'est l'argent qu'envoie à l'extérieur pour soutenir la famille. Mais ils soutiennent le gouvernement. Et en même temps, ils disent on veut continuer l'embargo. L'embargo ne sert à rien. Monsieur Jim Carter l'avait dit devant Fidel Castro. 153 pays, ou plus ou moins, commercent avec Cuba, sauf les États-Unis. C'est tout. Et il y a un lobby américain des hommes d'affaires qui vont et viennent à Cuba en essayant de qu'on lève enfin cet embargo. Donc, mais cette histoire de ne pas lever l'embargo, qui devient presque un intégrisme religieux, parlant de religion, les Cubains de l'exil de Miami, surtout, sont extrêmement catholiques. Alors, il y a un pape argentin que j'appelle San Francisco. J'aime beaucoup ce pape. On va y revenir justement tout à l'heure, parce qu'il a joué un grand rôle, Eduardo Manet. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous pensez de son rôle au pape François. Mais d'abord, puisque vous avez évoqué Miami, puisque vous avez évoqué celles et ceux qui sont contre la levée de cet embargo qui dure depuis 52 ans, je vous propose justement de partir en Floride, où les réactions d'hostilité sont nombreuses, des réactions que nous présente Ilham Taoufiki. Le rapprochement entre la Havane et Washington, ces exilés cubains n'en veulent pas. Ils vivent ici en Floride depuis des années et pendant tout ce temps, leur ressentiment contre le régime de leur pays natal est resté intact. Les États-Unis sont une grande puissance. Ce pays doit continuer à se comporter comme tel. Je pense qu'Obama est en train de baisser son pantalon. Le gouvernement cubain frappe son peuple, le torture, le met en prison. Il n'y a pas de droit de l'homme à Cuba. Et ces gens ont le culot, ce pays a le culot de négocier avec les Cubains, tout leur donner. Et Cuba, qu'est-ce qu'il nous donne? Pour ces Cubains qui ont fui le régime castriste pour des raisons politiques ou économiques, la décision de la Maison-Blanche est vécue comme une trahison. Les républicains, eux aussi, sont montés au créneau. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, cubain d'origine, a déjà menacé l'administration Obama. La levée de l'embargo sur Cuba, il utilisera tous les moyens dont il dispose pour que le Congrès ne le vote pas. Ce changement ne fait que cautionner un gouvernement qui viole sans vergogne les droits de l'homme. Et ce ne sera d'aucune aide pour tous ceux dont les droits sont bafoués. L'administration Obama fait une nouvelle concession à la tyrannie. Mais tous ne partagent pas cet avis. Certains Cubains exilés aux États-Unis ont encore de la famille à Cuba. Et c'est à eux qu'ils pensent aujourd'hui. Je pense que c'est une nouvelle formidable, car tout le monde rêve de liberté. Nous vivons dans un pays où tout le monde est libre.
J'ai encore de la famille à Cuba et ils veulent être libres eux aussi. Je pense que ce qui se passe est une très grande chose. Ils sont quelques 2 millions d'exilés cubains à vivre sur le sol américain. Eduardo Manet, vous l'avez entendu, pour certains, ce serait un blanc-seing au régime cubain que de normaliser entièrement les relations. Mais écoutez, c'est bien triste cette situation. On le voit, il y a des familles, c'est divisé en deux. Il y a ceux qui ont de la famille et qui veulent, qui vont et viennent d'ailleurs, ils vont et viennent à travers des pays différents, et ceux qui insistent. Il se trompe, Monsieur Rubio, parce qu'il pense qu'il va être président en prenant cette position presque dictatoriale. Hein? Il faut dire la vérité, mais il se trompe en pensant, en croyant que le peuple cubain va recevoir le jour où tombera Fidel Castro, le régime actuel qui tombera, ils vont être reçus comme des rois parce qu'ils ont maintenu l'embargo. C'est le contraire. J'étais à Cuba, j'ai passé du temps avec le peuple, j'ai marché pour le peuple cubain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est l'embargo? C'est très simple. Il y a la baie de La Habane, il n'y a pas un seul bateau. Pour eux, c'est ça l'embargo. Il y a des bateaux qui vont de l'autre côté, à l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui est inévitable. Et nous sommes beaucoup de Cubains de l'exil, une partie qui pense que plus vite on enlève l'embargo, plus vite il y a le tourisme américain qui revient comme before the revolution, plus vite il passera à ce que nous attendons tous en Cuba démocratique. Ouais. Voilà la vérité. Alors vous l'avez dit, Eduardo Manet, le pape François a joué un rôle important. Qu'est-ce que son initiative vous inspire? C'est un Argentin. Face à l'Argentin, San Francisco, il y a l'Argentin Guevara. Il y a pour moi, d'un point de vue théâtral, d'un point de vue cinématographique, quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, si le pape Francisco va et fait comme les autres papes, on était à Cuba, et font faire les messes devant le portrait de Guevara, deux Argentins qui se trouvent, mais l'Argentin qui restera pour moi dans l'histoire, ce sera San Francisco, évidemment. Slimane Zeguidour, le pape François, diplomate, et qui aurait été aux avant-postes pour permettre ce rapprochement historique. Expliquez-nous. Il a joué un rôle décisif. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est la nouvelle a été annoncée hier, jour de son anniversaire. Ouais. Eh bien, il aura été le 5e pape à avoir eu à cœur de lever l'embargo sur Cuba et de réconcilier les États-Unis avec leurs grands voisins. Depuis Jean XXIII en 62, qui lance un appel pour empêcher une guerre nucléaire lors de la crise des fusées, jusqu'à Jean-Paul II, qui s'est rendu en 98, où il dénonça aussi l'embargo. Benoît XVI s'y rendit aussi en 2012. Et évidemment, François a pris à cœur l'affaire. Et d'ailleurs, pour lui, en tant qu'Argentin, mais aussi en tant que pape, il sait que géopolitiquement, l'Amérique du Sud, c'est 50% de la catholicité mondiale. Un catholique sur deux vit là-bas. Et d'ailleurs, la manière dont a été menée cette entreprise de négociation pendant 18 mois a été menée de main de maître. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Église a la plus vieille diplomatie du monde. Imaginez que cet été, le pape envoie une lettre à Raúl Castro et à Barack Obama. Les négociations secrètes commencent notamment au Canada. Et pour jouer le secret jusqu'au bout, un des envoyés du pape, qui est l'archevêque de la Havane, le cardinal Jaime Ortega, avait été envoyé au Canada. Pourquoi? Sous quelle couverture? Pour célébrer le 350e anniversaire de la plus vieille église catholique d'Amérique du Nord, Notre-Dame du Québec. Mais entre-temps, il menait les négociations qui ont donc abouti hier. Et comme par hasard, je le disais, le jour anniversaire du 78e anniversaire de François. Édouard Manet, venons-en, si vous voulez bien, à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes rentré à Cuba pour la première fois depuis 46 ans. C'était en avril dernier. Vous avez quitté votre pays en 1968. Vous y étiez pour un festival?
Le premier festival de théâtre à Cuba, c'est ça qui m'a permis d'aller à Cuba. Et ça, je trouve ça extraordinaire, presque surréaliste. J'étais écrivain français d'origine cubaine et grâce à ça, j'ai pu y aller. Je n'étais pas reçu par les autorités du ministère de la Culture, mais par contre, j'étais reçu par tous mes camarades que j'avais connus, mes acteurs. Tout le monde a défilé pour m'embrasser, me voir comme si je n'avais pas quitté Cuba. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, extrêmement touchant et important. Et la population cubaine qui attend bien entendu, si l'on peut dire, des dividendes, bien entendu, de ce réchauffement sur leur quotidien, sur leur vie, notamment pour les produits de première nécessité. De l'autre côté aussi, si je puis dire, de l'océan, les Américains, eux aussi, vont peut-être voir des changements. Il y en a en tout cas qui se frottent déjà les mains. Ce sont bien entendu les vendeurs de cigares qui espèrent du coup connaître un bond lors de leur vente. On va d'ailleurs peut-être écouter quelques Américains, des consommateurs potentiels cette fois. C'est fantastique pour tout le monde, ce sont de bonnes nouvelles. Vous savez, il y a une certaine mythologie dans les cigares cubains. Beaucoup de gens vont fumer des cigares cubains lorsque l'interdiction sera levée, parce que ce sera tendance. Absolument, je vais acheter cubain, je vais acheter une boîte ou deux de Hoyo de Montele. Eduardo Manet, ça tranche avec les réactions qu'on a vues tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, mais vous savez, il y a une chose extrêmement intéressante. C'est que quand Kennedy, John Kennedy, avait décidé d'envoyer l'invasion cubaine et qu'il avait hérité d'Eisenhower, c'est pas John Kennedy qui a décidé, non, il héritait de l'invasion de Nixon et d'Eisenhower. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, faire venir, je crois que 1000 grandes des cigares cubains, boîtes, 1000 boîtes. Parce que c'était un grand fumeur. Il y avait Clinton plus tard, mais il y avait Kennedy aussi. Je ne sais pas si c'est de la même manière. Ouais, un grand amateur. On va peut-être écouter un morceau emblématique de la chanson cubaine que vous connaissez. Il s'agit de Guantanamera, que l'on voit un petit peu en fond. Mais on va faire durer un peu plus le plaisir pour vous, Eduardo Manet. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, yo soy un hombre sincero. Et pour vous, l'avenir, alors, Eduardo Manet, est-ce que vous comptez vous rendre prochainement à Cuba? Ben, c'est un projet de mise en scène avec une grande actrice, metteur en scène cubaine, et je me suis inspiré des lettres de Teresa de Ávila. C'est un monologue. C'est à travers les lettres. Donc, si tout va bien, le 15 octobre, il y a les 5 années de la naissance de Teresa Ávila. Et justement, on ne le savait pas, mais Flora Lauten, l'actrice, et moi-même, nous avons écrit cette pièce qui va être jouée. Et j'espère qu'on fera, après, si tout va bien, on fera une petite tournée quelque part, même en France. On suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Eduardo Manet, d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes Le Monde en français. Merci à vous.